Bonjour à tous. Dans du matin, on va continuer à parler de la présidentielle du 12 avril le prochain. On va déjà constater ce que fait le candidat de la mouvance, notamment avec un point de son tour dans le nord du Bénin. Les derniers moments de sa campagne sur le terrain, on va l'évoquer aussi, notamment dans le bulletin d'information tout à l'heure, que vous suivrez, faut-il dire, en boucle. Après cela, on aura un invité en plateau qui pourra nous parler justement de ce qu'il faut retenir de cette étape-là de la campagne du candidat de la mouvance. Romuald Wadani a dit beaucoup de choses à l'endroit des populations dans les différentes localités qu'il a parcourues jusque-là. Docteur Elias Sina Ndungwiru sera par ici pour nous dire ce qu'il retient justement de ce tour d'horizon-là. Notre deuxième invité sur Actu Matin, ce sera Micheline Adjovi, elle est native de Ouida. Avec elle, on va essayer de ressusciter quelques vieilles habitudes de la cité historique qui sont passées aux oubliettes alors qu'elles découvrent, mettons, d'importantes valeurs culturelles et historiques. De quoi est-ce que s'agit? On va en parler tout à l'heure. On va continuer et finir le débat qu'on a évoqué hier, la situation au niveau du parti Les Démocrates. On va s'intéresser maintenant aux différentes positions prises par rapport justement à l'actualité liée à la prochaine présidentielle. On va à nouveau projeter le parti au-delà donc du 12 avril prochain. Bienvenue à tous. Voici donc que nous allons ouvrir avec la une des journaux ce matin, Fraternité, qui nous propose justement un petit point, comme je l'annonçais, de ce qui se passe en matière donc, de campagne sur le terrain, avec un focus sur ce que fait Romuald Wadaïm précisément. Cinquième jour de la campagne pour la conquête de la Marina. Wadaïm, les populations en phase avec l'homme de la situation. La dynamique Rome s'intensifie et porte la candidature dans les localités sillonnées. Présidentielle du 12 avril 2026, santé publique et protection sociale, les messages des deux duos. La communauté Taneka FM affiche son soutien au duo Wadaï Talata et puis Ousmane a allégé sur les 10 ans de talent et l'avenir de Bénin. Le temps révélera davantage la destination Bénin. Voici Jack Pata. Présidentielle du 12 avril prochain, deux visions économiques s'affrontent pour l'avenir du Bénin. Le Télégramme, campagne pour les présidentielles du dimanche 12 avril prochain. Romuald Wadaï réussit le pari de la mobilisation à Tchao et à Savin. Le matinal présidentiel du 12 avril prochain, Tchao et Savin adoptent Romuald Wadani. Le quotidien Le Meilleur, campagne pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Message des deux duos sur le thème santé publique et protection sociale. Le potentiel santé publique et protection sociale, ce que proposent réellement les deux duos, Wadaïn Talata et Rumpé Ouanou. Libération pour continuer, présidentielle du 12 avril prochain. Tchaoro et Save adoptent Romuald Wadani. Le quotidien Dabaro, engagement des mouvements en soutien à Romuald Wadaïn, des mobilisations massives et une ferveur remarquable. La nouvelle tribune, Romuald Wadaïm promet un pont sur le fleuve Okpara. Romuald Wadaïm promet donc un pont sur le fleuve Okpara à Tchaourou. Voici la priorité. Cœur à cœur avec les citoyens, Wadaïm a de la passion pour le Bénin. Le journal Les 4 vérités, campagne présidentielle de Kandi à Dassa, la machine Wadaïm Talata en démonstration de force. Matin libre. Matin libre, donc, Bénin présidentiel du 12 avril prochain, Wadaï, une croissance qui doit se sentir dans les marchés de brousse. Voici décryptage info, campagne pour la présidentielle du 12 avril prochain pour Romuald Wadaï, Save et Tcharou. Sa ligne désormais, fraternité pour finir. Cinquième jour de campagne pour la conquête de la Marina. Wadaï, les populations en phase avec l'homme de la situation. La dynamique rose s'intensifie et porte le candidat dans les localités sillonnées. Présidentielle du 12 avril prochain. Les messages des deux duos dans le domaine de la santé publique et la protection
social et puis Ousmane Ledji sur les 10 ans de talent et l'avenir du Bénin. Le temps révélera davantage la destination Bénin au monde, d'après donc l'ancien directeur du FITEB et grand acteur et connaisseur du monde culturel au Bénin. Voilà donc ce qu'on peut retenir la une des journaux ce matin. Je propose qu'on aille à l'intérieur de Fraternité pour découvrir notamment le message de duo Wada Intalata et Rumpe Ronwanou au sujet justement la question donc de la santé et de la protection sociale. Eh ben, le duo Wada Intalata a proposé la prise en charge systématique des soins d'urgence vitale, la mise en place d'un carnet de santé digital pour chaque Béninois, la généralisation progressive de la télémédecine, la création d'un SAMU social pour intervenir en urgence et accompagner les personnes en situation de grande précarité. Par contre, le duo Rumpa-Rouanou a proposé garantir l'accès aux soins essentiels, mettre en place une prise en charge effective des patients dialysés, étendre la couverture sanitaire aux populations les plus vulnérables, moderniser nos infrastructures sanitaires et beaucoup d'autres choses à découvrir dans les colonnes donc, du journal, notamment en sa page 4 dans sa production de ce matin. Et justement, parlant donc d'idées, Ousmane Ledji nous permet de faire un petit point des 10 ans de Patrice Talon à la tête du Bénin. Le temps révélera davantage la destination béninoise au Bénin, a révélé l'homme qui a été interrogé par Fraternité. Je vous ai connu plus spontané, je vous l'accorde, je m'adapte, j'aurais été plus à l'aise à faire une réponse précise sur une question précise. Eh bien, je vais être factuel. Nous avons un président de la République militant culturel. Il s'est beaucoup investi et a beaucoup investi dans le tourisme, l'art et la culture. Nous avons vu un président faire le terrain comme un superviseur en chef des projets culturels. Nous avons vu un président en t-shirt, en casquette, se fondre dans le public quand il le peut. Cela veut dire qu'il y croit. Cela a l'air banal, mais tout part de là, de la foi. Il me semble qu'il a entraîné toute sa famille avec lui. La fondation de son époux soutient le projet du mur graffé, le plus long du monde. Son fils offre au Bénin la plus grande scène de musique urbaine d'Afrique, etc. Son bilan au plan des infrastructures publiques, en tout cas, parle pour lui. Je suis de Ouida, j'y étais il y a une dizaine de jours et c'est une autre ville que j'ai découverte. Vous avez en tout cas l'entretien sur 2 pages notamment, la 6 et la 7 où l'homme projette aussi le Bénin au-delà de Patrice Talon et du 12 avril prochain. Alors, le journal qui le demande, au cours de ces 10 dernières années, plusieurs lois ont été votées dans le domaine de la culture et des arts. Il s'agit notamment de la loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin et bien d'autres. Qu'est-ce que vous avez comme regard sur notamment ces lois-là? Ce sont des actes de militants culturels. Il y a aussi le décret instituant la maison de l'artiste au Bénin, le décret concernant le régime fiscal spécifique aux associations et entreprises culturelles. Je cite de mémoire, bien sûr. Bref, nous sommes enfin en train de jeter les bases de la création d'un service public et culturel digne de ce nom. Achetez donc le journal et découvrez un peu ce que Ousmane Ledji pense du bilan de Patrice Talon. Allez, je vous propose qu'on fasse un tour à la régie pour découvrir le bulletin de l'information. Chers parents, chers frères et sœurs, la bonne nouvelle c'est que ce soit sur les semences, que ce soit sur les engrais, que ce soit sur l'irrigation, des sociétés ont été créées, des financements ont été mobilisés et nous sommes en phase d'amplifier ces projets. Il ne s'agit pas de propos en l'air, il s'agit de réalité qu'il s'agira d'amplifier très vite. Il y a urgence à aller vite. Et ici, Tchaourou est dans l'attente. Et Tchaourou est une priorité parce que c'est un grand bassin
d'agriculture. Il est donc important, urgent de rendre attractif le métier de la terre et de l'élevage. C'est pour ça que nous allons amplifier le programme de mécanisation pour que nos paysans puissent avoir accès à des tracteurs et également des équipements pour faire la récolte. Il faudrait qu'avec beaucoup moins d'efforts, le paysan puisse avoir plus de production. Et sur le secteur des infrastructures, vous savez, pas besoin de lister, nous avons fait telle route, nous avons fait telle chose, etc. Notre ambition, c'est de développer toutes nos communes. Dans la phase qui s'achève, l'ambition était de connecter toutes les communes. Ce qui n'est pas terminé sera terminé. Et la deuxième phase, la phase d'après, c'est de faire à l'intérieur des communes. Donc pas besoin de citer, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Ça se fait déjà, nous allons l'amplifier. L'infrastructure dont je vais parler ici, c'est le pont sur l'Opara. On a trop d'enfants qui meurent. Trop de gens meurent sur ce pont. Et je n'ai pas l'habitude de prendre les engagements. Mais je peux vous dire, les études sont déjà en cours. Nous allons aller très vite sur ce pont. Parce qu'il n'est pas acceptable que les enfants meurent en voulant traverser. Venu constater le démarrage effectif des travaux de construction du nouveau lycée technique de Nati-Tengou, le ministre conseiller chargé de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle a été accueilli en grande pompe par les apprenants du lycée technique de Nati-Tengou. Sur le site devant abriter l'infrastructure scolaire, les travaux préliminaires sont déjà visibles, signe du lancement effectif du chantier. Pour réaliser ce projet dans les bonnes conditions de qualité, de sécurité et de respect des délais. Nous pouvons dire maintenant, ça risque de nous tromper, que les lycées scientifiques modernes seront une réalité, puisque nous avons vérifié par nous-mêmes que les travaux ont effectivement démarré. Avant de se rendre sur ce site, l'hôte du jour a d'abord échangé avec les élèves des différents lycées et collèges de la ville. Tel un bon père devant ses enfants, l'autorité ministérielle les a exhortés à s'intéresser davantage aux matières scientifiques, soulignant leur importance dans un monde de plus en plus dominé par les nouvelles technologies. Je voudrais féliciter les filles qui sont dans la série D et inviter ceux qui sont ici à dire à nos enfants qui veulent commencer en 6e de commencer par s'orienter vers les séries scientifiques. Nous saluons particulièrement la construction de la modernisation des infrastructures scolaires illustrée par le lancement des lycées scientifiques modernes. La construction de ce lycée scientifique moderne s'inscrit dans la dynamique de promotion des filières scientifiques et techniques essentielles pour relever les défis du développement à l'aide des nouvelles technologies. La résolution qui a été votée le 25 mars a été co-sponsorisée par le Bénin. Nous avons pris part aux travaux de rédaction avec la République sœur du Ghana, mais aussi avec d'autres républiques sur le continent africain. Notre représentant permanent aux Nations Unies a participé à la rédaction de cette résolution, à son amendement, et l'a porté également dans les différentes instances, notamment au sein du groupe africain. Donc ce co-sponsoring, pour nous, témoigne sans aucune ambiguïté de la position de principe du Bénin. Il ne peut souffrir d'aucune forme d'interprétation. L'absence de la délégation du Bénin le 25 mars dernier est due, il faut le reconnaître, à un dysfonctionnement administratif. Il ne vous a pas échappé que nous sommes en pleine campagne électorale et que tout ministre que je suis également un acteur politique. Et donc, j'étais pas à Cotonou, pas forcément joignable par notre représentant permanent aux Nations Unies. Et la procédure veut que tout vote fasse l'objet d'une instruction formelle. Et donc, en l'absence
d'instructions formelles venant de ma part, notre représentant permanent n'a pas pu prendre part au vote. Toutefois, immédiatement après le vote et dès que j'ai été joignable et que j'ai eu connaissance de l'adoption de cette décision historique et le fait que la décision soit passée au vote, parce que ce n'était pas dit qu'elle passe forcément au vote, j'ai immédiatement instruit notre représentant permanent qui a fait ce qui se fait également dans le cadre des Nations Unies, c'est-à-dire lorsqu'un pays n'a pas pu assister à un vote, n'a pas pu prendre part à un vote pour une raison quelle qu'elle soit, il a la possibilité de notifier au secrétariat général des Nations Unies son intention de vote, sa décision de vote a posteriori. Et c'est ce que le Bénin a fait immédiatement après, en notifiant de façon formelle au secrétariat général des Nations Unies son intention, sa volonté d'apporter un vote favorable à cette résolution historique. De manière très active au cours des 10 dernières années, le Bénin a mis la question mémorielle, la question de la mémoire de l'esclavage, de la mémoire de la traite transatlantique au cœur de toute cette politique publique. Pas seulement au cœur de sa politique étrangère, mais au cœur de toutes ces politiques publiques. Pour nous, il est très important de sanctuariser, d'immortaliser cette mémoire et de faire en sorte que ce crime odieux qui a eu cours pendant plusieurs siècles ne soit jamais oublié. Et c'est la raison pour laquelle, au cours des 10 dernières années, vous avez pu le constater, nous avons à la fois investi massivement dans le maintien et la sauvegarde de tout le patrimoine immatériel lié à cette traite transatlantique, mais nous avons également pris des positions publiques internationales sur la question de la reconnaissance, sur la question de la qualification de ce crime abominable contre nos frères et sœurs africains et afrodescendants. Nous sommes allés encore plus loin en adoptant une loi unique qui donne le droit à tous les afrodescendants de revenir sur leur terre et d'avoir cette reconnaissance. Nous n'avons pas appelé cela une naturalisation, mais une reconnaissance en nationalité, parce que nous reconnaissons simplement qu'ils font partie de notre vivre ensemble, de notre communauté nationale. Donc, je voudrais simplement dire que l'engagement du Bénin sur ces questions ne peut être remise en cause. Elle est là, elle est présente, elle est entièrement dans le sens de notre action et cela va se poursuivre dans le futur. La mémoire de la traite transatlantique ne doit pas tomber dans les banalités de l'histoire. C'est ce que nous essayons de faire à travers un certain nombre de politiques publiques, à travers un certain nombre d'investissements, mais c'est ce que nous faisons également à travers nos prises de position internationales. Et nous faisons tout cela pour que jamais l'humanité ne connaisse encore une telle horreur. Membres du bureau communal et des bureaux d'arrondissement, ces hommes et femmes ainsi installés constituent désormais l'antenne de l'Association des importateurs, exportateurs, transporteurs et revendeurs de produits pétroliers AITRPP dans la commune de Semepodji. Cette cérémonie, qui est la 6e de notre engagement dans l'installation des bureaux des communes, est une étape très importante dans l'organisation et le renforcement de notre association à la base. L'installation de ces bureaux permettra de mieux structurer nos activités et défendre efficacement les intérêts des acteurs du secteur. Fortement mobilisés lors de cette cérémonie, les membres du bureau national ont rappelé aux responsables nouvellement installés les missions et responsabilités qui leur incombent. Ceux qui pensent que ce secteur est désorganisé, c'est le moment de comprendre qu'ils doivent vraiment rejoindre le rang. Et la porte est ouverte. La porte est ouverte à tous ceux qui pratiquent, tous ceux qui vendent l'essence, ceux qui sont dans ce secteur, de rejoindre la maison mère. C'est ici la maison mère. Je remercie le président Talon, le père de la nation, pour tout ce qu'il est en train de faire dans le secteur. Et
je profite par là pour tendre la main, pour qu'ils nous donnent encore de plus d'administration, pour que ces administrations nous suffisent à tout un chacun de nous. À Semekodi, une nouvelle dynamique est désormais enclenchée en faveur de la professionnalisation du secteur. Des coups de canon pour montrer à la face du monde le courage et la bravoure du peuple Wachi. L'histoire a commencé ici à Saradji, village situé à quelques encablures du centre-ville de Komin. Ici, leurs ancêtres ont combattu et vaincu les troupes du roi Béanzin. Nous louons leur bravoure. C'est la bravoure du peuple Wachi que nous célébrons aujourd'hui. J'avoue que c'est un rituel qui doit faire connaître au peuple Wachi que nous sommes venus de quelque part et que ce rituel, on doit pérenniser ça. Pérenniser l'histoire et le rituel consacré a été respecté. La consultation de l'oracle a révélé le signe Djogbe qui donne libre cours aux festivités cette année. Plusieurs tableaux artistiques et culturels ont été présentés à l'assistance pour retracer les faits liés à ce passé du peuple Wachi. Et ceci sous les yeux de témoins insoupçonnés. C'est la présence d'un fils d'Afrique qui vient d'une contrée et qui va à la rencontre d'une autre. Tout comme cette figure emblématique de la presse africaine, des gens sont venus de bien d'autres pays d'Afrique et de l'Occident pour vivre l'événement. Un événement qui ouvre le bal des festivités des retrouvailles fraternelles à Gbissignalé. Et aux côtés du festin, les responsables misent toujours sur la promotion du capital humain. Nous faisons des projets d'impact communautaire. Cette année, nous sommes allés vers les PME. Nous avons formé des PME dont 50 ont été récipiendaires et on va les suivre pour le développement de leurs activités, les activités économiques de la commune de Komin, de la communauté Wachi. Conférences, débats, espaces sportifs, volets santé, messe d'action de grâce, bref, la célébration de ces retrouvailles, vieille déjà de 67 ans, s'annonce encore bouillante cette année. L'apothéose, ce sera dimanche prochain, jour de la fête de Pâques. Les responsables, eux, ont battu le rappel de tous les Wachi du monde pour une semaine de communion. Elles se sont massivement mobilisées pour la circonstance. Des femmes du monde sportif béninois célèbrent en différé la Journée internationale des droits de la femme. Une initiative du ministère des Sports qui vise à rassembler les différentes actrices autour d'un moment de reconnaissance, de sensibilisation et de valorisation des performances ainsi que leur engagement dans le sport. À vous, femmes sportives. À vous, jeunes filles engagées. À vous, mesdames de l'administration. Nous disons continuez. Continuez à travailler pour votre rayonnement et pour le rayonnement de notre pays. Continuez à vous battre. Continuez à croire en vous-même et en vos rêves. Être une femme dans le sport, connaître ses droits pour mieux se protéger et le leadership au féminin sont entre autres les thèmes développés lors des communications déroulées respectivement par l'Institut national de la femme, Odile Ronwanou, triple championne d'Afrique d'heptathlon, et Isabelle Yakoubou, ancienne basketteuse professionnelle au cours de cette rencontre. Une femme a tout le droit de pratiquer tous les sports du monde. Si l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. C'est à nous d'agir, c'est à nous de prouver aux hommes qu'on est capable de faire toutes choses. On est capable de quitter de 0 à euro. Droit, justice, action pour toutes les femmes, faut-il le rappeler, est le thème retenu au niveau mondial pour cette édition 2026 de la Journée internationale des droits de la femme. Écoute-moi, Skidi. Il n'y a pas plus belle victoire que de voir
tous les royaumes alliés et ennemis se prosterner devant un seul et même roi. Et ce roi, c'est toi, Shaka, fils de Senzaga Kona. Une guerre se prépare. Il va vouloir se venger. Tu dois bâtir ton propre royaume. C'est toi le roi. Mieux vaut faire la paix que la guerre. Mais parfois, on n'a pas le choix. Nous les anéantirons tous jusqu'au dernier. Ah non! À l'attaque! Allez! Maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Votre série Canal+ originale inédite Shaka Ilembe saison 2, tous les jeudis à 20h30 GMT sur Canal+ Magic. On va commencer à ouvrir la série d'invités prévus sur ce plateau ce matin. Je vais commencer par Dr Elias Sinadou-Nwiro, jeune acteur politique. Dr Sinadou-Nwiro, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Merci d'être là pour qu'on fasse ensemble le point du passage de Romuald Wardini dans le nord du Bénin. Il y a eu un engouement, faut-il le dire, à la descente du candidat de la mouvance dans les localités du Nord. Ça a commencé le vendredi dernier. Qu'est-ce qui peut bien expliquer, selon vous, cet engouement-là? Est-ce que c'est le projet de société et les idées qu'il a proposées, ou bien la spontanéité naturelle de l'accueil en Afrique, ou bien simplement la fièvre électorale? Il faut dire que c'est un mixte. C'est vrai que partout où le candidat Romuald Wardini est passé, il y avait une forte masse avec beaucoup d'enthousiasme qui l'attendait. Il faut dire qu'il y avait effectivement une envie, cette curiosité de découvrir le duo candidat Wardini Talata. Il y a aussi un travail à la base des structures politiques locales qui ont fait de la mobilisation, et au-delà, il faut le signaler, nous sommes en période électorale, c'est la fête, c'est la fièvre électorale, les populations sont enthousiastes quand il y a un ballet de caravaniers, un ballet de musique qui circule dans la ville. C'est tout ça qui a mobilisé, mais il faut signaler effectivement qu'il y avait de la curiosité à découvrir le candidat, à l'entendre, surtout que c'est pour une première fois qu'on a un candidat jeune, non pas seulement dans l'âge, mais jeune dans l'esprit, jeune dans les idées qu'il proposait. Les populations, notamment les jeunes, ont été très enthousiastes à l'idée de le rencontrer, mais surtout pouvoir partager avec lui les attentes qui sont les leurs. On l'a vu prononcer quelques mots dans des langues nationales. Il a même chanté en dindi. C'est quoi, entre nous, il a subi une initiation linguistique ou comment ça s'est passé? Pas du tout. Monsieur Romuald Wardini est quelqu'un de très naturel. Et quand l'inspiration lui vient, il a souvent à côté de lui des collaborateurs dans son équipe qui parlent la langue du milieu. C'est ce qu'il a fait, notamment à Djougou, notamment à Tangueta, notamment à Kandi et à Parako. Il avait fait beaucoup de promesses pendant sa descente. Vous êtes au cœur même des préoccupations des populations. Je rappelle que vous êtes sociologue de formation. Pensez-vous que les idées et projets de Romuald Wardini correspondent véritablement à ce qu'attendent les populations dans le fond? Absolument. Il faut dire que le projet de société du candidat Wardini est parti de l'étude de la situation actuelle du pays, notamment l'identification des points forts du mandat du président Talon pour pouvoir continuer tout ce qui se déroule déjà, le bien, mais également mettre un point d'ordre sur les insuffisances, les points critiques pour pouvoir apporter des solutions correctrices. C'est ce qui fait que partout où il passe, les attentes exprimées par les populations trouvent généralement écho à travers son projet de société, parce que c'est connu, c'est sûr. Aujourd'hui, les populations réclament un meilleur accès aux services socio-économiques de base, notamment les questions liées à la cherté de la vie, le panier de la ménagère, que la croissance économique obtenue ces dernières années, que les populations, que les ménages puissent les sentir, un meilleur accès à l'eau,
bien qu'on a eu beaucoup d'avancées, il existe encore des localités où l'accès à l'eau potable est difficile. L'accès à l'électricité dans les localités où il n'y en a pas. Les jeunes ont envie d'avoir plus d'opportunités, c'est-à-dire des emplois stables, des opportunités pour financer les projets d'entrepreneuriat, également des besoins de formation professionnelle. Ce sont des préoccupations qui ont été abordées à travers le projet de société, parce qu'avant l'élaboration du projet de société, il a l'avantage de rester 10 ans à côté du président Patrice Talon, de savoir les échos qui sont faits du programme d'action du gouvernement, mais également une étude diagnostique a été faite pour être sûr par milieu quelles sont les préoccupations qui attendaient. Vous allez voir, le discours n'est jamais le même d'un milieu à un autre. Quand il arrive dans un milieu, ce sont les préoccupations du milieu qui sont abordées, et parfois spontanément, il vient, il lit les préoccupations soumises par les populations et il apporte des réponses. C'était par exemple le cas hier à Savé ou à Savalou, où aussitôt venu, il avait vu par exemple à Savé un jeune qui avait peint un tableau. Il a vu le tableau, il a commencé son discours par là, ce qui est prévu pour les artistes. À Savalou, dès qu'il commençait son discours, il a vu une personne handicapée. Il a commencé en même temps par le projet, ce qui est prévu pour les personnes handicapées. C'est ce qui est bien dans cette campagne électorale. Bien qu'étant un acteur politique, nous avons quelqu'un de tout naturel, quelqu'un de direct. Vous voyez, par exemple, à Tangueta, il n'a pas eu foi aux yeux à aborder sa vision de la question des AME, des aspirants au métier d'enseignant, parce qu'il a lu une pancarte sur laquelle la question du reversement des aspirants a été abordée. Bien qu'étant en campagne, il a exprimé sa position. Oui, mais est-ce que sa façon de répondre à la préoccupation n'a pas été une façon d'esquiver justement le fond du problème? Les jeunes demandent le reversement, vous êtes enseignant par ailleurs, le reversement, ce qui est direct, factuel, concret, il leur promet la retraite assurée. C'est quoi le lien? Il l'a dit, il ne fera pas le reversement, il n'y croit pas. Aujourd'hui, nous sommes plus de 10 000 aspirants au métier de l'enseignant. S'il faut reverser 10 000 personnes tout de suite, le budget de l'État ne pourra pas tenir. Mais il dit, le reversement est un concept. Posez les vrais problèmes. Quels sont vos problèmes? Hier, vous étiez payé à 9 mois. Aujourd'hui, vous êtes payé à 12 mois. Il faut que vous ayez congé de maternité. Aujourd'hui, les femmes AME ont droit au congé de maternité. Quels sont vos problèmes? Vous voulez être reversé parce que vous craignez pour votre retraite. Bien sûr, je vais vous accorder cette retraite. Vous aurez la retraite. Proposer des problèmes spécifiques pour qu'on puisse apporter de solutions. Il a dit, c'est dans cette dynamique que le gouvernement est resté ces dernières années. Mais le reversement que vous demandez, c'est vrai, le gouvernement l'étudiait, mais lui, sa position, il n'y croit pas. Parce qu'il dit, techniquement, c'est pas tenable. Mais les problèmes vécus par les AME, ces problèmes pourront être étudiés. Si la question est celle de leur retraite, ça sera abordé. Il a promis d'apporter une solution. Ils sont aujourd'hui payés à 12 mois. En évoluant, ils auront de nouveaux problèmes. Il est d'accord à étudier les problèmes, mais ne pas parler systématiquement d'un reversement, parce que pour lui, ça ne résout pas tous les problèmes, ça pose plutôt beaucoup d'autres problèmes à l'État. Et c'est bien qu'il soit naturel. Il ne s'agit pas de rencontrer des populations, d'avoir un discours démagogue, leur promettre ce qui ne peut pas être réalisé, mais plutôt pouvoir leur partager avec eux sa vision. Et nous autres qui l'accompagnons, le connaissant, c'est son naturel. C'est son naturel. Il n'aime pas être tenu, embrigadé par des positions fichées. Il aime partager, il aime dire ce qu'il pense. Et il était ouvert, par exemple, à Tangueta, à avoir des réponses, à faire le débat avec les jeunes qui posaient ces préoccupations. On pouvait aller en fond, en tout cas, dans ce débat-là. Mais puisque nous sommes en campagne électorale, on va aller sur d'autres aspects notamment. Quel a été l'écho de sa réponse au sein des AME? Vous les fréquentez, vous en êtes aussi un de leurs. Comment vous voyez ce discours? Comment vous le recevez? Cette sincérité-là? Non. Je pense que les AME, nous les formons, nous discutons avec eux. Ce discours, quand ils l'ont reçu, ils l'ont analysé sitôt. En fait, mais pourquoi parlons-nous de reversement? Pourquoi parlons-nous de reversement? Est-ce que ça résout effectivement nos problèmes? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'on
trouve un moyen d'obtenir solution, d'obtenir écho à nos préoccupations. Effectivement, beaucoup l'ont témoigné. Nous étions en train de demander le reversement parce qu'on craignait pour la retraite. Mais aujourd'hui, si on peut nous accorder la retraite, tant mieux. Mais quand la question de la retraite va finir, ils auront beaucoup d'autres préoccupations. Comment maintenant régler les questions liées à nos avancements? Est-ce qu'on va rester sur le même salaire tout le temps? Voilà des problèmes qui peuvent être posés et qui trouveront forcément solution avec le candidat s'il était élu. Il a adapté son discours à chaque localité qu'il a traversée. Vous l'aviez bien décrit tout à l'heure. C'est la meilleure stratégie selon vous? Est-ce que ça ne fait pas un foisonnement d'idées? Pas du tout. Le projet de société est écrit, est calé, il est à la disposition du public. Mais il faut le dire, vous savez, pendant 10 ans, il était ministre de l'économie et des finances. Il allait bien à l'intérieur du pays, mais il ne rencontrait pas des masses. Aujourd'hui, qu'il va à la rencontre des populations, les populations avaient soif de le découvrir. C'est qui ce ministre de l'économie et des finances qui produisait autant de résultats? Les populations avaient des préoccupations, ont des préoccupations à lui poser. Quand il ne peut pas prendre la parole, vous voyez, c'est des pancartes qui sont écrites. Il est obligé de répondre à leurs préoccupations. Et les préoccupations des populations sont forcément des populations de leur milieu. Et je crois que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à cela, mais dans une approche purement pédagogique, je crois que ça permet aux populations de comprendre qui il est et de comprendre son projet pour leur localité. Parlons un peu de sport. C'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup écho. Son projet de société a évoqué quand même le volet sport au Bénin. Il y a des urgences, il y a des préoccupations, il y a des attentes. Qu'est-ce qui va changer avec Romualdo Adaï quand il va prendre le pouvoir? Il a dit qu'il veut faire du Bénin une nation sportive rayonnante à l'international. Il ira plus loin dans la construction des infrastructures sportives. De nouvelles communes auront des stades, et au-delà des stades qui seront construits, dans chaque commune, dans chaque arrondissement, il y aura des infrastructures sportives de base pour le sport, pour la santé, pas pour des conditions de petits joueurs qui vont permettre aux gens de faire le sport de maintien. Aux gens de faire le sport de maintien. Au-delà de cela, il veut insister sur la professionnalisation du sport de compétition. Il va créer une Académie nationale du sport qui sera un centre multidisciplinaire, un peu comme Clairefontaine, où nous pourrions former les athlètes de compétition, des athlètes de haut niveau. Il y aura une réforme profonde de l'Institut national de la jeunesse et des sports qui va mieux former. On va insister davantage sur la formation des formateurs, donc qui va mieux former et former avec précision les encadreurs sportifs qui sortent de là. Les fédérations sportives seront accompagnées notamment sur la question de la professionnalisation afin que, à l'instar du football aujourd'hui, toutes les fédérations sportives puissent offrir un championnat professionnel de niveau, de qualité, où les athlètes qui compétissent arrivent à travailler, à s'entraîner dans de bonnes conditions, mais arrivent également à vivre de leur art. C'est le plus important parce que de leur métier. Ça ne servirait à rien d'avoir encore des champions de boxe au plan africain qui finissent comme Zemidjan à Cotonou ou qui vivent dans la misère. Non, c'est clairement dit dans le projet de société, il veut en faire un élément particulier dans le domaine du sport, et également il y aura un vaste programme de détection, notamment avec l'Académie du sport, où les talents seront détectés très tôt, ce qui fera qu'il y aura un fort soutien pour les championnats scolaires, pour qu'on puisse détecter les talents plus tôt et qu'on les reverse au niveau de l'académie. Ils seront mieux formés, et il y aura maintenant un accompagnement à l'international pour ceux qui veulent poursuivre leur carrière à l'international. Docteur Ilyas Sinadou-Hiro, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. C'est moi. Très bonne journée à vous et du courage. Vous avez encore un peu plus d'une semaine devant vous. Oui. Ça va être très épuisant, non? Il y a une excellente organisation. Le candidat il fait une pause aujourd'hui afin de reprendre demain par le jour. Mais parallèlement à cela, les équipes sont constituées un peu partout dans les communes et font un travail intéressant. Et nous espérons qu'au soir du 12 avril,
il y aura la fête dans tout le pays. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter bonne chance. Merci. Mesdames et messieurs, voici, j'ai bien fait la transition, donc voici les sports. Candide, bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup d'informations sportives, en tout cas en actualité et surtout dans le domaine du football. On va démarrer ce matin par cette bonne nouvelle. La République démocratique du Congo qui sera bel et bien au mondial de 2026. Tanguy, vous l'avez dit, les Léopards de la République démocratique du Congo écrit l'histoire et se qualifient pour la Coupe du Monde 2026 après un parcours de combattants disparus de la scène mondiale depuis des décennies. Il a fallu 52 bonnes années de patience, de tentatives sans succès, mais surtout de persévérance et au bout du tunnel de la résilience, les hommes du sélectionneur Sébastien Desabre ont décroché leur qualification cette nuit pour le mondial américain en venant à bout d'une solide équipe de la Jamaïque, d'une solide équipe des Reggae Boys de la Jamaïque, 1-0 dans les prolongations qualifiées pour les barrages continentaux après un parcours mi-figue mi-raisin à l'issue des éliminatoires zone Afrique. La République démocratique du Congo a sorti le Cameroun et le Nigeria à l'étape continentale avant la finale de cette nuit, celle des barrages intercontinentaux face aux Reggae Boys de la Jamaïque. Ils ont eu du fil à retordre, mais ils sont restés debout, 3 dans le crampon jusqu'au bout pour arracher la victoire et surtout leur ticket de qualification succès. 1-0 obtenu en prolongation suite à un corner, un résultat qui leur ouvre les portes de la Coupe du Monde 2026, mais qui va permettre à l'Afrique de compter désormais 10 représentants à la prochaine messe du football mondial, le double de la précédente édition au Qatar en 2022. Tanguy, au bout du tunnel, les Léopards sautent la tête haute. Oui, il faut dire que la nature a reconnu et salué leurs efforts. Au bout de la nuit, ils ont pu quand même arracher cette qualification-là, faut-il le dire. Ils ont par 2 fois scoré. Pourtant, l'arbitre, pour une raison ou pour une autre, validé les 2 buts. Oui. Je crois qu'ils avaient eu beaucoup plus d'investissement tactique et physique que leurs adversaires. Je ne connaissais pas le jeu des Jamaïcains. Ils m'ont beaucoup surpris, en tout cas hier nuit, avec quand même un jeu très intelligent. Déjà face à la Nouvelle-Calédonie en demi-finale, absolument, avec leurs résultats obtenus de façon très intéressante. Je pense que les Léopards ont mérité un peu, je dois dire, ce sacre-là, d'aller justement à la compétition qui va se tenir aux États-Unis, au Canada et au Mexique, je crois. On va leur souhaiter une bonne préparation certainement pour représenter l'Afrique à cette compétition mondiale. Il y en aura au total 10, je crois. Oui, 10 équipes désormais qui vont représenter le continent africain. Et la République démocratique du Congo va évoluer dans le groupe K pour le compte de cette Coupe du Monde, aux côtés du Portugal, il faut le dire, de l'Ouzbékistan et de la Colombie. On va dire pratiquement un groupe qui sera peut-être abordable. Très ouvert, au-delà du Portugal. Oui. Un groupe très ouvert avec l'Ouzbékistan et la Colombie pour les Léopards de la République démocratique. Je crois que la seule équipe qui pourrait peut-être leur faire réfléchir, encore qu'il faut faire très attention, nous sommes dans le domaine du football et puis les nations progressent et font évoluer leur niveau de jeu. Ça va être certainement le Portugal avec son expérience, mais quand on sait que des nations comme l'Italie et autres ne peuvent pas participer justement à cette compétition, ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde et de la chance pour chacun. C'est ça, et de la chance pour chacun. Le tableau complet des équipes qui vont donc participer au Mondial 2026 est connu. Allez, on va passer maintenant à ce qui nous intéresse par ici au Bénin. De leur côté, les Guépards du Bénin terminent la trêve internationale de mars 2026 avec un carton plein, 2 victoires en autant de sorties après avoir battu 1-0 le Libéria vendredi dernier. La bande à Guerre-Notre s'est offert hier la Guinée en amical international par une victoire étriquée d'un score de 2-0. L'unique réalisation de la rencontre, vous allez le voir sur les images, porte la signature du capitaine Steve Mounier. Et bien sur la prochaine image, sur une passe de Junior Laitan qui retrouve son capitaine Steve Mounier qui évolue du côté de l'Ania Sport en championnat turc dans le dos de la défense. Lui, c'est le capitaine qui va user de tout son sang-froid pour lober le gardien adverse sur l'unique but de la rencontre, l'unique but qui offre la victoire au Bénin et son 24e but d'ailleurs en sélection nationale
du Bénin et un total qui le rapproche désormais de la première place au classement des meilleurs buteurs de l'équipe nationale à un but seulement du record de Stéphane Cesséon qui a inscrit au total 25 buts en sélection. Et voilà l'unique but de la rencontre, le capitaine Simoulé qui a lobé le portier guinéen sur cette action retrouvée justement par le milieu de terrain Junior Laïtan dans le dos de la défense. Le capitaine n'a pas hésité une seule seconde. Il retrouve ses repères de buteur et inscrit l'unique but de la partie. Mais derrière, on a vu un Marcel Dandino assez solide après donc la célébration de tout ce qu'il y a eu toujours en première période. On a vu un Marcel Dandino solide qui permet au Bénin de rester devant au score avant donc la pause avec un penalty qu'il a arrêté. Un penalty, il faut le dire, il faut le souligner surtout de Serhou Guirassy sur cette action. Marcel Dandino qui stoppe le penalty avant la fin de la première période sur ce coup et permet au Bénin au bout de s'imposer par un score d'1-0 au coup de sifflet final. Tanguy, 2 victoires en autant de sorties pour les Guépards du Bénin après une CAN 2025 stoppée aux portes des quarts de finale. On peut dire que la moisson est bonne. C'est vrai que quand on se rappelle, la trêve passée, on n'avait pas eu, je dois dire, cette physionomie de l'équipe, mais aussi un seul match disputé face au Burkina Faso, défaite 3-0. Défaite qu'on connaît. Il faut dire donc qu'on a progressé d'une manière ou d'une autre, que ce soit en tout cas dans la façon dont l'équipe évolue sur le terrain, que mettons dans les résultats finaux. C'est ce que nous attendons, que l'équipe nationale produise des résultats. Que ce soit dans la progression aussi, afin que nous sachions que notre équipe est en train quand même de grandir. On n'a plus certainement l'équipe écureuil ou les écureuils. On est les Guépards aujourd'hui et quand on voit un peu notre parcours à la dernière CAN, on se dit oui, on est en train quand même de se construire. Quoi. Et de progresser surtout. On va écouter ici le sélectionneur Guénot à l'issue de la rencontre d'hier face à l'équipe du Sili national. L'extrait donc du sélectionneur Guénot qui t'a justement à venir, le sélectionneur qui a eu par la même occasion au cours de cette trêve internationale de mars 2026 à évaluer surtout de nouvelles têtes, de nouveaux joueurs et surtout ceux-là qui n'avaient pas forcément droit à beaucoup de temps de jeu lors des récentes sorties des Guépards du Bénin, que ce soit en match officiel ou en match amicaux. Eh bien, beaucoup de joueurs ont eu de temps de jeu au cours de cette trêve internationale, que ce soit face au Libéria ou face à l'équipe de la Guinée hier, et de nouvelles têtes justement arrivées au sein de la tanière qui ont eux aussi ces joueurs qui ont eux aussi disputé des minutes. Je veux nommer bien entendu Michel Boni et Saïd Ngobi qui ont tous deux débuté face à l'équipe du Libéria. Il faut le dire, ils ont disputé quelques minutes face à l'équipe du Libéria. On va, si tout va bien, retrouver le sélectionneur Guénot pour l'analyse justement de cette rencontre d'hier de la trêve internationale des Guépards. Chaud entre deux équipes qui voulaient absolument gagner. Nous avons pris le dessus en première mi-temps. On a eu des occasions, mais on s'en sort bien sur un penalty que l'adversaire a raté, que plutôt Marcel Dandino a arrêté. Donc bravo. On a eu beaucoup de satisfaction, pas seulement dans la combativité, mais aussi dans le jeu. On a en deuxième mi-temps encore des occasions pour faire le break. C'est pas venu. Donc on a dû défendre bec et ongle ce résultat, et bravo à mon équipe d'avoir su défendre contre une très belle équipe guinéenne. Il y avait beaucoup d'intensité, il y avait beaucoup de duels, il y avait heureusement pas de blessures graves, mais tellement c'était chaud qu'à un moment donné on s'est inquiété pour les joueurs. Alors écoutez, Guirassy, on sait que c'est un très très grand joueur qui joue la Champions League. On a arrêté son penalty, je pense que ça lui a enlevé un peu le moral. On s'est bien organisé avec Roche et Mohamed Tidjani sur lui. Nous étions très bien. On a mis aussi un nouvel arrière droit en l'absence de Moumini et ça s'est bien passé également. 2 matchs sans encaisser de but, ça veut dire qu'on est pas mal défensivement. On peut faire mieux encore en exploitant mieux nos occasions de but. On aurait pu marquer un deuxième, on n'est pas venu, mais on n'a pas encaissé. Donc 2 matchs, 2 victoires, et il faut dire que le deuxième adversaire était de très haut niveau, parce que des joueurs comme Guirassy ou Konaté, c'est des joueurs de très très haut niveau, et on est très content d'avoir remporté ces 2 victoires.
Non, on a vu de nouveaux joueurs. On a vu pour la première fois Charlie débuter un match pour sa première titularisation en équipe nationale. C'était pas mal, à un poste assez inhabituel. Non, les joueurs avec beaucoup de solidarité, avec la joie de jouer aussi, avec l'enthousiasme, ils ont pu faire la différence. Tanguy, il faut le dire, selon le sélectionneur Guénot-Roy, la solidité défensive de Guénot-Roy est toujours de mise. 2 matchs, 2 victoires, 0 but encaissé, mais surtout 2 marqués. Le capitaine Steve Mounier qui a retrouvé ses repères de buteur, inscrit son 24e but, se positionne désormais à la 2e place au classement des meilleurs buteurs de la sélection derrière l'emblématique capitaine Stéphane Sesséon. Mais ce qu'il faut retenir globalement, c'est la belle solidité défensive qui est toujours d'actualité. Oui, il faut dire que ça devrait l'être quand on connaît le profil, l'ancien profil, je dois dire, du sélectionneur. Généralement, les gardiens de but et les défenseurs ont toujours des rideaux devant les buts. Et donc, c'est normal que le style conserve justement cet objectif-là. Et donc, de Michel Dussuyer à Guénot-Roy, on n'aura pas véritablement, en tout cas, changé en matière d'objectif du point de vue défensif. Quand on voit un peu les résultats que nous avons, c'est vrai qu'on a eu des matchs où on a encaissé 3 buts parfois, mais c'est rare, parce que même quand nous perdons parfois, c'est avec un but d'écart, 2 buts d'écart maximum, donc ça peut se comprendre. Le match d'hier, c'est quand même un match test de grand niveau, puisqu'on avait quand même dans l'équipe adverse des gens qui ont un grand niveau. Qui évoluent dans les championnats la plus épais. Il ne faut pas oublier même qu'il y en a un qui était quand même dans la course jusqu'à la dernière minute pour le ballon d'or européen. Et même dans le ballon d'or africain, bien évidemment. Donc, on a eu quand même affaire à une équipe qui était, du point de vue niveau, n'était pas rien du tout. Et les Guépards qui terminent surtout avec un carton plein, 2 victoires en autant de sorties, ce qui est d'ailleurs de bon augure pour mieux aborder les prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, celle de 2027. Allez, on va revenir maintenant au plan national pour parler football des jeunes dans la suite du tour d'horizon sportif de ce matin. Dans le cadre des différentes initiatives de promotion de la formation du jeune talent là-bas, la directrice départementale des sports du Koufou a effectué une visite vendredi dernier au centre de formation Diaspora Foot pour constater le travail qui est fait au sein du centre de formation des jeunes pépites. On va suivre. On va suivre justement ce qui a été fait au cours de la visite de la directrice départementale des sports du Koufou lors de sa descente dans ce centre de formation Diaspora Foot, où elle est allée discuter avec ces jeunes talents qui sont à l'école de la formation du football, ce qui les prépare à aller vers une carrière professionnelle au niveau du football. Au-delà de ces échanges, celle-ci a aussi discuté avec les dirigeants de cette équipe, de ce centre de formation, pour leur prodiguer des conseils dans le cadre de l'amélioration de ce qui se fait déjà au niveau de ce centre, et justement que ce travail permette à l'avenir à servir aux différentes sélections nationales. Pourquoi pas aussi mettre en place ce qui se fait déjà au niveau du football féminin. Si tout va bien, on va retrouver donc les images. Une descente singulière de Solange Bessin dans l'un des principaux centres de football du département du Koufou. Un cadre de formation de jeunes talents mis sur pied depuis 2022 par des Béninois vivant à l'étranger et qui contribue au perfectionnement du talent des jeunes pépites du département. Le centre Diaspora Foot. Vous voyez, les enfants, ils sont très bien habillés, très bien chaussés. Tout ça, c'est à applaudir. Et aujourd'hui, on peut se frotter les mains pour dire que le niveau est en train d'augmenter. Et nous allons continuer le travail pour qu'à l'avenir, on aura des talents de haut niveau. La directrice départementale des sports du Koufou est venue ici rencontrer ces jeunes talents qui sont à l'école de la formation et échanger avec les responsables du centre, en qui elle voit un engagement pour la promotion du football local. Des échanges qui ont permis à l'hôte de Diaspora Foot de partager sa vision et de précieux conseils. Une chose plutôt est de s'entraîner, mais l'autre chose, il faut compétir. Il faut participer à des compétitions pour motiver les enfants. S'ils viennent chaque fois juste pour s'entraîner, puis ça s'arrête là, ils ne seront pas motivés.
pour développer, pour démontrer leur talent, il faut qu'ils participent aux compétitions. Pensez également à une équipe féminine. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le sport féminin, ça bouge, ça fait bouger le Bénin. Et je n'aimerais pas que le COFO soit laissé pour compte. Il ne faut pas les oublier. Et puis ensemble, on va voir ce que les enfants là vont nous donner dans le futur. Cette immersion ouvre aussi une voie vers de perspectives de collaboration entre la direction départementale des sports et Diaspora Foot. L'ambition est claire, valoriser le potentiel sportif du COFO et favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de footballeurs. Et merci au ministère des Sports pour tout ce qu'il fait pour l'émergence du sport béninois. Eux, ils n'ont plus de compétition sur le continent depuis des années, sinon qu'ils ne participent qu'aux compétitions au plan mondial, mais l'apparition sur la scène mondiale est de plus en plus confrontée à un goulot d'étranglement, celui de l'absence de rythme dans les pieds et de baisse de niveau de forme. Et pour pallier à ce manque et rehausser le niveau des athlètes béninois et ceux de plusieurs pays du continent, la Fédération béninoise de roller sport sort le grand jeu et s'apprête à tenir le pari de l'organisation d'une compétition d'envergure mondiale, International Challenge Cotonou Skating 2026, qui va réunir les athlètes de plusieurs pays du continent autour d'une fête de dimension mondiale de roller sport. La compétition s'ouvre ce mercredi avec une douzaine de pays attendus sur la ligne de départ. Ils viendront entre autres du Cameroun, du Togo, de l'Inde, du Nigeria, du Kenya, de l'Espagne, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, du Ghana, du Sénégal et même de Dubaï pour ce qui concerne les athlètes. Pour chauffer jusqu'au 5 avril prochain, les athlètes de Cotonou au rythme de leur patin. On écoute ici le président de la commission technique sur cette compétition internationale que Cotonou va abriter à compter de quelques heures. La Fédération internationale de roller sport, WorldSkate, a coté cette compétition comme étant une compétition 2 étoiles. Aujourd'hui, il y en a la plus grande compétition est de 4 étoiles. Donc pour un début, vous voyez que l'International Challenge Cotonou Skating Open, qui est 2 étoiles, c'est une compétition qui est mieux cotée au plan mondial. Et la fédération a décidé d'organiser cette compétition pour mettre en jambe d'abord nos athlètes béninois et mieux les aguerrir face aux compétitions au plan international. Et cette compétition qui fait venir au Bénin des athlètes venus de tous les continents du monde permettra également à nos athlètes béninois de se challenger donc aux grands stars et de pouvoir véritablement s'armer et se préparer pour les compétitions au plan international. C'est d'ailleurs le moment de remercier le ministre en charge des sports et l'ensemble du gouvernement pour l'appui aussi bien financier que matériel pour l'organisation de cette compétition. Le ministère a été en amont et avec nous, il restera avec nous pour l'organisation de cette compétition. Les cadres ont cru en nous et les autorités ont cru en nous et voilà, nous sommes à quelques heures donc, de cet événement qui va rassembler plus de 5000 athlètes venus du monde entier. Et il y aura au menu 2 disciplines dont le speed skating et le inline freestyle qui regroupent plusieurs athlètes dans les catégories senior, junior, garçons et filles. Au niveau du speed skating, les athlètes vont se challenger sur les épreuves du 100 mètres sprint, one lap sprint, 10 km, point 15 km, 42,195 km, marathon élimination, le semi-marathon de 21 km. Au niveau de l'inline freestyle, il y aura le slalom battle, le speed slalom, le slalom classique et le free jump. Quelles sont donc les attentes des organisateurs, des athlètes et vis-à-vis des athlètes pour le compte de cette édition qui va se dérouler sur 5 jours? La question a été posée au président de la commission technique. En compétition, il s'agit du roller de course et du inline freestyle. Et à cet effet, le public béninois en particulier, je voudrais dire tout le mouvement sportif au plan continental et même mondial doit s'attendre à de vrais challenges pendant les 5 jours de compétition sur la place de l'Amazone et sur la route des pêches. Parce que des athlètes venus des 4 coins du monde viendront se rivaliser ici, viendront défendre des titres et viendront défendre des médailles pour leur pays. Donc ça sera une compétition de très haut niveau. Forcément, nous attendons comme d'habitude de belles performances
de la part de nos athlètes béninois. Nous voudrions, au terme donc de cette compétition, que le public béninois, que toute la nation béninoise se rende encore une fois fière de cette équipe nationale de rouleurs qui a toujours fait des merveilles. Et nous avons décidé d'offrir un très beau spectacle au public béninois et à toute la nation béninoise. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, le Bénin aussi sera de la partie pour le compte de ce challenge qui s'ouvre aujourd'hui à Cotonou. Et justement, à ce propos, je vous invite à suivre les images de la dernière séance d'entraînement des Guépards et Amazon hier à Cotonou. Sur le patin, ils poussent de toute leur force pour aller chercher au plus profond d'eux l'endurance et l'explosivité nécessaires. Position basse, poussée latérale ou double poussée, ils accélèrent dans le bon timing et amorcent chaque virage avec rigueur et concentration. Cet après-midi, sur l'esplanade de l'Amazone, les Guépards et Amazones qui défendront les couleurs nationales au cours de l'International Challenge Cotonou Skating procèdent au dernier réglage. Une nouvelle répétition générale pour permettre aux athlètes de prendre les repères sur ce circuit fermé circonstanciel. Ils sont soumis à une série d'exercices spécifiques consacrés aux techniques de virage et de peloton. Tout ce qu'il faut pour être à 100% pour la compétition. Dans les regards, une concentration absolue et une détermination inébranlable sont manifestes. Ce soir, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise que ce matin et ça promet de bonnes choses. La préparation, ça se passe très bien et mes coéquipiers, tout le monde est au top. Il reste juste quelques petits réglages qu'on est en train de faire. Bon, ça se passe bien pour l'instant. Tout le monde est au point, les coachs ainsi que les coéquipiers. Je pense que ça augure de bonnes choses. L'atmosphère au cœur de la séance de cet après-midi est studieuse, mais on ne laisse pas de place à la distraction. Focus sur l'objectif en vue, ils sont bien conscients que les places sur les podiums se paieront cher face à des adversaires d'élite. Dans les esprits, la peur n'a pas de place. L'état d'esprit est plutôt conquérant avec un signal fort aux potentiels concurrents sur les épreuves respectives. Alors qu'ils se tiennent prêts parce que les athlètes béninois ne badinent pas avec ce genre de choses. L'objectif c'est non seulement de faire une bonne prestation mais aussi de mes équipiers et moi rafler toutes les médailles de ce championnat. Je promets de donner le meilleur de moi-même et hisser le plus haut possible le drapeau béninois. L'équipe nationale en freestyle pense relever un défi. Et si c'est parmi les meilleurs athlètes de la compétition, de cette compétition internationale. Prêts à entrer en scène, se disent-ils, mais il faudra aussi une grande résilience mentale. Les heures s'égrènent et il n'en reste que quelques-unes avant le coup d'envoi officiel de l'International Challenge Cotonou Skating 2026. Et ce coup d'envoi sera donné ce soir à partir de 18h sur l'esplanade de l'Amazone. On va souhaiter bonne chance aux représentants béninois qui feront face à des adversaires d'élite venus d'une douzaine de pays et surtout de plusieurs continents. Allez, on va s'intéresser à une dernière information pour le tour d'horizon sportif de ce matin. La Fédération béninoise du sport pour tous a organisé dimanche la deuxième édition de la journée nationale du sport pour tous à la place de l'Amazone qui va accueillir dans quelques heures le coup d'envoi officiel de l'International Challenge Cotonou Skating 2026. Placé sous le thème bien-être et développement durable, cette manifestation a rassemblé des centaines de participants de tous les âges autour du sport d'entretien et de la promotion d'un mode de vie sain. Voici les images. Une grande randonnée populaire pour marquer d'une pierre blanche la deuxième édition de la Journée nationale du sport pour tous. La Fédération béninoise du sport pour tous sacrifie à sa tradition annuelle de promotion de l'activité physique pour la santé, le bien-être et l'inclusion de tous. Après le zoo, pour la première édition, c'est la Ligue du Littoral qui accueille cette année les manifestations officielles. Des centaines de sportifs des clubs et associations sportives de Cotonou sont sortis ce dimanche pour la virée symbolique sur les artères de la ville de Cotonou. Une marche singulière qui traverse le boulevard de la Marina jusqu'au carrefour Biorguera pour un retour à la place de l'Amazone. C'est toujours un plaisir de faire cette grande marche-là, tous ensemble, avec les différents clubs du district de Cotonou. Le sport, c'est quelque chose
Aucun autre corps a besoin de faire. On doit faire sport matin, midi, soir. J'invite mes sœurs et frères de prendre l'habitude de faire du sport. Je ne remercie jamais assez les personnes qui ont organisé ça. C'est avec beaucoup de réussite. Ça s'est bien passé. Et notamment l'encadrement, les journalistes, les sportifs, tout le monde est en joie et puis c'est la fête. Donc on est très contents. La journée nationale du sport pour tous vise à généraliser la pratique du sport d'entretien au Bénin, prévenir les maladies métaboliques dont le diabète et l'hypertension et renforcer le lien social. À l'instar de l'édition inaugurale, le rendez-vous de 2026 n'a pas été fait que de marches populaires. Elle a aussi été un cadre de promotion d'activités de sport d'entretien adaptées à tous les âges. Une grande joie de savoir ces centaines de sportifs de nos populations qui sont sortis massivement pour cette journée nationale du sport pour tous. Et c'est le lieu pour moi en tout cas de remercier toute la population. L'objectif a été largement atteint, avoir cette forte mobilisation, avoir l'engouement que tout le monde on ressent au visage de tout le monde. L'objectif est atteint. Et pourquoi pas également, ce qui est très important de rappeler, c'est le thème. Nous avons dit bien-être et développement durable. Si nous voulons un développement durable, nous devons être en très bonne santé. Un pas de plus est ainsi posé dans le cadre de la promotion d'un mode de vie sain. Au lendemain de cette nouvelle édition de la Journée nationale du sport pour tous, la fédération se tourne d'ores et déjà vers la 3e édition qui se déroulera au niveau d'une autre ligue départementale. L'ambition est claire, porter la célébration dans les 12 départements du pays. Voilà, Tanguy, ce soit tout pour les sports ce matin. Candide, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de l'actualité et des sports. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à lundi prochain. Mesdames et messieurs, voici Jacques Degbé pour la rubrique économie ce matin. La nouvelle, elle est bonne. Hein? On apprend que le PIB par habitant positionne le Bénin devant, en tout cas, le Nigeria. C'est de ça qu'on va parler avec Jacques Degbé qui a décroché notre appel depuis Parakou. Jacques, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canada. C'est un exploit retentissant, dites-vous, hein, que réalise le Bénin sur le plan économique. Selon les données du Fonds monétaire international, le pays dépasse le Nigeria en matière de PIB par habitant, ce qui voudra dire qu'en moyenne, un Béninois est plus riche qu'un Nigérian. Pour comprendre tout cela, on va donc évoquer le sujet avec vous dans cette rubrique-là. D'abord, c'est quoi le PIB par habitant pour aider un peu ceux qui ne connaissent pas le jargon à mieux y accéder? C'est quoi le PIB par habitant et comment est-ce que ça s'explique que le Bénin soit devant le Nigeria? Oui, c'est Tanguy, le PIB par habitant, attendez, le produit intérieur brut par habitant, est un indicateur économique qui permet de mesurer la richesse moyenne produite par personne dans un pays. Concrètement, le PIB par habitant correspond au PIB total d'un pays divisé par sa population. Il donne une idée du niveau de vie moyen des habitants installés. Si au Bénin, par exemple, on a un PIB de 100 milliards pour l'année 2025, on prend les 100 milliards, on divise par la population béninoise. Du coup, c'est 14 millions. Et là, nous avons en moyenne, c'est que chaque Béninois a gagné au cours de l'année 2025. Donc, plus le PIB par habitant est élevé, plus les habitants ont en moyenne accès à des biens de services. Il faudra tout de même faire attention. Le PIB par habitant n'est qu'une moyenne par la réalité de chacun et il ne montre pas les inégalités dans un pays. Alors, pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, vous vous rappelez qu'il y a exactement une semaine sur cette rubrique, on dressait le classement des pays les plus riches dans le monde et en Afrique, et on disait que le Nigeria était 3e en Afrique alors que le Bénin était en 18e au Bénin africain. Ce classement est en réalité compte du PIB nominal. Mais lorsqu'on en vient au PIB par habitant, on se rend compte que le Bénin gagne le client au Nigeria, l'un des géants économiques sur le continent. En effet, selon les données du FMI, le Fonds monétaire international, le Bénin affiche un PIB par habitant de 1 635 $
pour l'année 2025. Le 635 $ équivaut à environ 930 000 francs CFA, soit près de millions. Donc, globalement, en 2025, chaque Béninois, en moyenne, bien évidemment, a gagné 930 000, près de millions de francs CFA. Ceci voudra dire que le Bénin est devant le Nigeria, tout simplement, avec près de 10 millions, parce que le Nigeria, il a gagné en moyenne que 200 $ américains. Lorsqu'on fait la conversion sur les calculatrices, ça donne 990 000 francs CFA. Le Nigérien a gagné 990 000 francs CFA en moyenne au cours de l'année 2025. Et le Bénin réalise ainsi l'exploit de dénoncer son grand voisin pétrolier sur cet indicateur économique. Notre pays dépasse également le Mali, par exemple, alors que le Mali se retrouvait dans le top 20 des pays les plus riches sur le continent, on en parlait la semaine dernière. Mais en termes de PIB par habitant, là, évidemment, nous disons également au Mali qui a 14 $ par habitant au cours de l'année 2025. Le Mali qui est le deuxième producteur africain de l'or du coton, derrière le Bénin justement. Cerise sur le gâteau, cette endémie de l'économie béninoise s'accompagne d'une parfaite maîtrise de l'inflation qui s'établit à un taux annuel de seulement 1,3% sur la période 2016-2025 contre 18,2% pour le Nigeria, toujours selon le Fonds monétaire international. D'ailleurs, en ce qui concerne le taux d'inflation, il n'y a pas un pays supérieur que le Bénin dans l'espace du mois. Jacques, on va être terre à terre. Est-ce que cela veut dire qu'un Béninois simple est plus riche qu'un Nigérian, en tout cas en moyenne? Oui, c'est en moyenne, le Béninois gagne 930 000 francs CFA par an, soit un peu plus de 2500 francs CFA par jour, et que le Nigérien a un revenu annuel de 690 000 francs CFA, soit 1900 francs CFA par jour. C'est que la conclusion est tout tirée. On est plus riche que les Nigériens en termes de revenus par tête, c'est-à-dire le PIB par tête, oui. Le Béninois est plus riche que le Nigeria, et ce n'est d'ailleurs pas moi qui le dis. C'est le Fonds monétaire international, le FMI. C'est vrai que dans l'imaginaire populaire, dans le subconscient de la plupart des Béninois, c'est inimaginable de penser que le Béninois est plus riche que le Nigérien, mais les chiffres du FMI sont là. Quand j'ai fait la publication, par exemple, sur ma page Facebook, il y a beaucoup qui ont dit d'arrêter la blague tout de suite parce que pour eux, c'est pas possible. Alors que dans la réalité, comme vous avez dit, il y a aussi la pauvreté, surtout dans la région du Nord. Il y a beaucoup qui ne s'en sortent pas suite avec le phénomène du terrorisme que vous savez bien. Tout à fait. Mais une fois qu'on a vécu ça dans la vie, il faut maintenant relativiser. Le PIB par tête, c'est un peu aussi comme le PIB. Il ne mesure pas le bien-être réel des populations. Ce n'est pas parce qu'on a dit que le PIB par tête est plus élevé au Bénin qu'au Nigeria que tout de suite on va penser que le Béninois vit mieux que le Nigérian. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas forcément une relation de cause à effet. Donc voilà ce qu'il faut comprendre de ce classement-là. C'est une nouvelle performance, en tout cas remarquable, de la part, je dois dire, du Bénin. Il y a eu certainement des explications à ce sujet. Bien évidemment. Il y a une raison fondamentale qui explique cette performance du Bénin. Il s'agit de la croissance économique observée par le Bénin sur la série de gouvernance du régime de la vertu. En effet, le Bénin a enregistré un taux de croissance annuel de 6,1% sur la décennie 2016-2025 contre seulement 1,3% pour le Nigeria, par exemple, soit un rythme près de 5 fois supérieur à celui de son voisin pétrolier selon les dernières données de la Banque mondiale. Le Bénin est même en 2025 à un taux de croissance de 7,3%. Près de 8% de taux de croissance. Vous avez écouté le ministre de l'économie et des finances, candidat de la mouvance de la présidentielle, qui l'a rappelé la dernière fois à Sandy, lors de sa tournée de campagne. Et cette croissance soutenue s'explique elle-même par la diversification de l'économie béninoise, l'industrialisation avec la division de la zone industrielle de l'Occitanie et bien d'autres pôles industriels à travers le pays. La construction des infrastructures, c'est très important, notamment les infrastructures routières, l'amélioration du climat des affaires, la lutte contre la corruption. Voilà aussi un indicateur à ne pas négliger quand on sait combien la corruption gangrène souvent les économies africaines. Le Bénin se classe 8e pays en termes de lutte contre la corruption en Afrique et 70e dans le monde selon le
dernier classement de Transparency International sur les listes de perception de la corruption. Parallèlement à tout ça, le Bénin accorde aujourd'hui une place importante au développement du tourisme, dont il peut être doublé la contribution en produit intérieur brut dans la saison passée de 10% en 2025 à 13% en 2030. Tout ça mis ensemble, on comprend maintenant pourquoi le Bénin a obtenu ce score-là. Ce classement, quand même, est très remarquable en démontrant le pays nigérian de manière d'autres pays sur le continent qui concerne le pays par habitant. Mais il ne faut pas dormir sur les lauriers, il faut continuer à travailler. Et avec peut-être la position du pétrole qui est annoncée, on peut encore aller pour le. Jacques Degbé, merci beaucoup. Merci à vous, Tanguy. Très bonne journée à vous à Parakou. Merci, très bonne journée également. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, on va recevoir notre deuxième invité ce matin. En studio avec moi, Micheline Adjovi, écrivain et natif de Ouida. Micheline Adjovi, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bienvenue sur ce plateau. On va parler d'une initiative passée aux oubliettes que vous entendez en faire renaître, en tout cas sur les bords de la plage de Ouida. Merci d'être venu sur mon plateau. Dans nos échanges hier, vous m'aviez parlé d'une initiative qui se célèbre le lendemain de la fête de Pâques et qui est une initiative de mobilisation et de partage populaire. Alors, c'est quoi cette initiative et comment est-ce que cela se passait par le passé? Merci beaucoup, Tanguy. Et je salue les téléspectateurs de Canal 3 Bénin et du monde entier. Et le lundi de Pâques, entre-temps, en notre temps, lorsque moi j'étais adolescente, tout Ouida, les sympathisants, les alliés, les amis venaient et nous allons à la plage. Les parents venaient de partout. Et la plage était noire de monde. Et qu'est-ce qui se passait? C'est comme le kakple-kple. Kakple-kple, c'est que tu amènes une nourriture locale. Ça peut être du djongoli. Djongoli, c'est fait à base du niébé. Oui, du niébé rouge. Ou bien de atutu. Atutu, c'est un mets qui se fait avec de crabes. Ça peut être les deux sortes de crabes. OK? Les petits et les grands. Du abobo, de lait, de maï. En tout cas, les mets locaux et aussi du riz et les mets modernes. Et chacun apporte. Et tu manges pour toi, mais tu vas piquer aussi pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait un partage exceptionnel. C'était le partage, c'était la confiance, c'était la solidarité, la convivialité. Pourquoi on avait instauré ça? C'était une manière de vivre ensemble, de se retrouver sur un même espace et de se réjouir ensemble. Parce que la Pâque se fêtait dans les familles le dimanche. Mais le lundi de Pâques, tout le monde va à la plage. Tout le monde. Les tantes venaient avec les véhicules, nous embarquaient. Mais au retour, on rentrait à pied. Hein, avec nos bijoux en or. Et c'était beau. C'était convivial. On se sentait un. Parce que ça se partageait. Il n'y avait pas la méfiance? Non. Je dis, on partageait les repas. Tu quittes ton groupe, tu vas vers l'autre. Pour aller manger. Pour aller manger ce qu'il a d'intéressant. Hein? Et c'est comme ça, c'était la confiance, la convivialité. Et pourquoi est-ce que tout ça s'est arrêté selon vous? Ça s'est arrêté, cet engouement s'est estompé au fil des années parce que chacun se préoccupait de ses activités. Hein? Mais les conservateurs allaient toujours à la plage les lundis de Pâques. Toujours. Mais il n'y avait plus cet engouement populaire d'entre-temps. Mais aujourd'hui, la mairie a initié le festival, Ouida Blue Festival. Ouida Blue Festival pour encore réunir sa population, pour réunir les enfants de Ouida et leurs amis, les alliés, les sympathisants, pour que nous en profitons. Nous profitons de cet éveil de Ouida. Ouida s'est éveillé, Ouida s'est réhabilité, Ouida
portent aujourd'hui de très beaux, de sublimes habits. Donc, c'est le lieu où notre état d'esprit s'est amélioré, de se retrouver encore à la plage le lundi. Le festival commence depuis le 3. Nous sommes le 1er aujourd'hui. Oui. À partir de vendredi, le festival commence. Ok. Hein? Et le clou de ce festival, c'est le lundi. Et qu'est-ce qui va se passer le lundi? On va c'est- préparer nos plats qu'on va apporter à la C'est plage. beaucoup plus structurant qu'hier. Aujourd'hui et le lundi prochain, il y aura des concerts live, il y aura des expositions, il y aura des contes. En tout cas, tout un programme a été conçu pour que tous ceux qui feront le déplacement le lundi à la plage de Ouida soient satisfaits. En quoi est-ce que ce qui va se faire le lundi prochain a un lien avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure et qui était une sorte de fraternisation et de solidification du lien social entre les populations de Ouida par le passé? Oui, vous voyez, la vie se renouvelle. On se renouvelle. Ouida est en train de se renouveler. Se renouveler, reprendre avec sa tradition. La tradition qui regroupe l'humain. Parce qu'après tout, c'est l'humain qui compte. Tout à fait, oui. Il n'y a de richesse que d'hommes. C'est l'humain qui compte. Nous devons nous valoriser. Valoriser le potentiel humain. Se retrouver dans un tel cadre avec cet engouement, c'est se valoriser, se reconnaître, se renouveler et renaître autrement. Pourquoi blues? Pourquoi pas black? Nous sommes noirs, hein? Parce qu'il y a quand même cette dénomination-là qui fait penser à la promotion du jazz dans la ville, que la ville porte d'ailleurs et qui est une sorte de ressourcement, je dois dire, des enfants inspirés par les musiques anciennes d'origine Ouida. C'est vrai. Pourquoi bleu? Nous allons à la mer, nous allons à la plage et voyez la couleur de la mer. La couleur de la mer, elle est bleue. C'est pour cela que la mairie de Ouida invite tous ses enfants de s'habiller en bleu. Donc on sera en bleu lundi. Oh oui, nous serons tous en bleu. Une petite culotte en bleu, un t-shirt en bleu, une casquette en bleu pour honorer la mer. Nous allons à la plage et à la plage, c'est l'océan, c'est la mer qui est là. Donc, le Festival international de jazz de Ouida, c'est une autre initiative de la mairie de Ouida. Parce que vous savez, Ouida est une ville touristique par excellence. Et nous devrons meubler des activités pour attirer les touristes de venir découvrir Ouida sous sa nouvelle forme. Donc, Ouida Blue, le Festival international de jazz de Ouida, Vodou Day, la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, sont des activités phares qui vont attirer les touristes vers Ouida. Donc, la mairie de Ouida se propose d'être active sur ce terrain-là pour que le tourisme tient Ouida en haleine, ou bien que Ouida tient le tourisme en haleine. Vous avez cité beaucoup d'initiatives qui sont au rendez-vous à Ouida sur l'année. Est-ce que votre initiative ne vient pas faire un de plus dans la panoplie justement de ce qui est fait déjà? Et qu'est-ce que cela de particulier, de singulier pour, mettons, s'incruster dans le programme culturel et de rendez-vous culturel et touristique de Ouida? Ouida Blue, elle est la bienvenue. Ouida Blue est la bienvenue parce que c'est une fête qui était célébrée en temps. Et si tu avais connu ça, tu devrais prier. Tout le monde, en tout cas moi, j'ai prié de tous mes voeux pour que les lundis de Pâques retrouvent leur splendeur d'antre-temps. Et je suis très heureuse lorsque j'ai appris l'initiative de Ouida Blue Festival. Aujourd'hui, beaucoup ne prennent plus comme priorité d'aller à la plage de Ouida les lundis. Surtout
les autochtones Ouida, les enfants de Ouida, hein? Aujourd'hui, avec Ouida Blue Festival, nous sommes tous, on a la fierté d'aller à Ouida. Parce que Ouida aujourd'hui, elle brille. Ouida brille. Ouida s'est réhabilitée. Et on a du plaisir à s'y rendre. Pourquoi pas le lundi de Pâques, comme entre-temps, aller pour ces retrouvailles-là. Et il n'y aura que des concerts? Il y aura des concerts, il y aura des expositions, il y aura des ventes, il y aura tout un programme. Je n'ai pas le programme devant moi, mais tout un programme est conçu pour agrémenter. Moi, j'aurais bien aimé qu'on se retrouve autour des plats à se les partager de temps en temps ou de groupe en groupe. Oui, c'est ça. C'est l'idée. Chacun vient avec son repas. Et le témoin de ce grand événement, c'est la plage, le sable fin de notre plage. On n'a pas besoin de siège nécessairement. On étend une natte et on s'assoit. Hein? Comme à la maison. Ah oui. Et on mange ensemble. On mange ensemble. On va de stand en stand. On va de groupe en groupe pour partager le repas aussi de ses frères et sœurs de l'autre stand. Et je t'invite déjà, Tanguy, le lundi, et j'invite tout le Bénin, l'Afrique, le monde entier à nous rejoindre. Ouida nous attend. C'est à partir de quelle heure? À partir de midi déjà, tout est en place. Oui. Justement. Allez, Micheline Nadjovi, un mot pour finir rapidement cet entretien. Non, j'invite le Bénin à Ouida, toute l'Afrique et le monde entier. Ouida vous attend. Merci. On va commencer à être jaloux de Ouida, hein, parce que Ouida a tellement de rendez-vous. Non, Ouida brille. Ouida brille. Tout le monde doit aller à Ouida finalement. Hein. Ouida brille. Ouida est un pôle touristique. Et disons-nous la vérité, Ouida englobe tout le Bénin. C'est le Bénin en miniature. C'est l'Afrique en miniature. C'est le monde entier en miniature. Parce que vous avez toutes les familles. Nous avons toutes. C'est une ville plurielle. Ouida est une cité plurielle et multiculturelle. Je vous vois que vous l'aimez tellement, votre Ouida. Non, nous vous invitons à Ouida, le lundi de Pâques. C'est promis, on sera de la partie. Merci d'être venu sur mon plateau ce matin. Écrivaine, native de Ouida, très bonne journée à vous et bonne fête par anticipation. Merci. Mesdames et messieurs, on aura quelques minutes pour souffler, hein, le temps d'installer par ici les débatteurs pour entamer la dernière ligne droite d'Actu Matin. À tout à l'heure. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons, avec le recul, constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Aranz-Oglélé lorsqu'on faisait la popularisation
La nouvelle constitution de la nouvelle constitution de en 1990, 90, oui. où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les événements, qu'on fasse en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les questions touchant aux droits de l'homme soient enseignées à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. De façon à ce que le citoyen ait l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais adoptés appellent de la part du citoyen un certain comportement. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrit la lumière. Communiquer. 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 Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Ouais. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Riche Kara, bonjour. Bonjour. Eric, bonjour. Bonjour. On va terminer notre discussion hier engagée autour donc, de la situation du parti les démocrates et de leur avenir. Un parti déchiré par une mésentente au sommet de l'État avec un Eric Rondeté qui joue partout et devant les dieux. Qu'il continue d'être le président par intérim du parti, alors qu'en face de lui, il y a un certain Nourenou Atade qui conteste avec beaucoup de véhémence, en tout cas l'autorité de Eric Rondeté désormais sur le parti, lui qui se réclame désormais président du parti de l'opposition, tout part en vrille pratiquement là-bas, au niveau donc de ce parti. Hier, on avait commencé à chercher à comprendre un peu qu'est-ce qui pourrait expliquer, je dois dire, cet élan avec, il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi, les départs et les démissions, les déclarations de soutien à des candidatures en dehors de la ligne déterminée par le parti. Rien n'est sous contrôle chez les démocrates. Absolument rien. Pour l'instant, rien du tout alors. Et on sent beaucoup plus cette disharmonie depuis le départ de Boni Yayi. C'est vrai qu'on reprochait à Boni Yayi une mauvaise gestion de la troupe. Mais de plus en plus, on sent que les déclarations vont dans tous les sens, son départ, c'est autre ça. Donc ça prouve que quelque part, ils ne s'entendent pas. Et le vrai combat, c'est au sein des barons, parce que les militaires à la base, on les suit, on observe un peu leur comportement. Ce sont des gens qui ne jurent que par les démocrates, mais qui malheureusement constatent qu'au sommet, il y a cette guerre de leadership. D'un côté du moins, nous avons Rondeté qui se réclame être
le président par intérim et que quel que soit ce qu'on dit, Noureddine Attadé, qui aujourd'hui se présente comme le président de ce parti, n'a pas normalement sa place. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'aller vers une guerre juridique. Et si nous allons vers la guerre juridique, c'est vrai que les hommes de Dieu diront l'espoir est permis, le miracle est permis. Et moi je dis que ce sera carrément le coup de grâce que ce parti recevra. Le coup de grâce en ce sens que déjà, vous l'avez bien dit, c'est un parti déchiré, mais pas que déchiré, un lambeau. C'est le mot juste, parce qu'aujourd'hui, on constate que tout va dans tous les sens. Malheureusement, si nous allons un peu plus en profondeur, on voit un Éric Rondeté qui se réclame être du Parti Les Démocrates, en fait, toujours président par intérim. Il faut préciser les choses. Toujours président par intérim du Parti Les Démocrates. Mais dans le même temps, c'est vrai, on peut dire qu'il a fait une déclaration institut personnelle, mais regardez, observez la logique des choses. Un parti qui, a priori, n'a fait aucune déclaration de soutien. Et quand nous suivons la logique et le respect de l'institution qu'est le parti en a officiellement fait aucune déclaration. Le président par intérim, qui, a priori, devrait peut-être conduire ou faire une déclaration au nom du parti, si éventuellement c'est décidé en leur sein, fait une déclaration qui n'engage que lui, a priori, et soutient un candidat. Je pense que, quelque part, il y a mal donne. Ça ne répond pas à la logique du respect de ce parti-là. Dans le même temps, quand on regarde, c'est vrai qu'on peut dire qu'il est libre, il a consenti librement d'entrer dans ce parti et il peut librement quitter ce parti ou soutenir qui il veut, mais la logique voudrait que quand vous ne vous sentez pas en odeur de sainteté dans un parti ou dans une corporation, vous démissionnez officiellement d'abord avant d'aller afficher votre... Tous ceux qui ont démissionné avant lui, par exemple, ont d'abord, tous ceux qui ont soutenu avant lui, du moins, ont d'abord démissionné. Je prends le cas de Guy Bitouakpin, je prends le cas des autres qui sont partis, même Soji, le Eblibouf, le légendaire Eblibouf, je prends Godonou et consorts, ceux-là qui sont aujourd'hui encore au Parlement, mais sous une autre bannière politique. Et je prends récemment même le fils du président Boniaï, Chabi, qui a démissionné d'abord avant de soutenir le candidat. On peut soutenir, je suis d'accord. Mais quand, a priori, vous vous réclamez président par intérim d'un parti et que dans le même temps, vous êtes en train d'insister sur le fait qu'on ne doit pas vous arracher ce poste et que dans le même temps, vous faites une déclaration sans que le parti officiellement ne fasse cette déclaration, je pense que quelque part, il y a mauvaise procédure. Et du côté de Noureddine Attadé, on constate également qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom. Moi, simplement, je dis, certains parleront de miracle, mais moi, j'estime qu'il y a le coup de grâce qui est là, et je n'espère rien d'autre que le glas qui risque d'estonner très bientôt. Eric ? Non, je pense de façon fondamentale que ce qui s'annonce pour le parti, les démocrates ne présagent, je dirais, de ce que on peut espérer comme une situation assez critique, parce que j'ai lu au milieu de la nuit que la justice a été saisie pour annuler, à repousser un peu l'échéance, je crois. Voilà, et pour annuler aussi la nomination de Noureddine Attadé, et ça me fait penser l'histoire de la Renaissance nationale, Georges Bada, et puis la Renaissance du Bénin, pardon, Georges Bada, et puis le fils de Nicéphore Soglo, qui est aujourd'hui à l'extérieur. Et puis on connaît la suite justement de cette affaire. Mais il faut dire que la RB a eu beaucoup d'épisodes. On a eu l'épisode Nathanaël Ba avec la mère Soglo. On a eu après tout ce que cet épisode a été le plus fatal parce que après cet épisode, on a pu remarquer une forme de renaissance de cette formation politique. Donc si la justice est saisie et que les deux camps s'engagent dans un dans un débat purement juridique, c'est que à partir de ce moment, il n'y a plus d'activité politique au sein de cette formation politique. Et ça, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, parce que ça ne fait pas bien que pendant que les militants voudraient qu'après le départ de Boniaï, que les différents acteurs se mobilisent pour se remettre au travail et que deux camps se cristallisent dans une querelle juridique. Après, on peut se dire que si Éric Rondeté tient toujours à diriger le parti, on peut estimer qu'il n'a pas digéré la façon dont les choses s'étaient déroulées à Paracourt lors de ce congrès,
où il s'est vu remplacé par le président d'honneur, devenu à l'époque président du parti. Et que tout ce temps, l'homme a sans doute ruminé justement la façon dont les choses se sont déroulées et qu'il a envie de prendre sa revanche maintenant, une fois que Boni Yayi est parti. Sauf que nous savons qu'il y a toujours ce bloc de Atchadé, entouré des frères Wassangari et puis bien d'autres, l'honorable Orokoubou, qui peut-être pour eux, ni dans l'histoire du parti, ni dans l'esprit de Éric Rondeté, eh bien, ce dernier ne sera jamais président de ce parti. Et c'est pour ça que ce que dit Ulrich est tout à fait logique, parce qu'on ne conçoit pas qu'on soit membre d'une formation politique n'ayant pas démissionné de façon formelle. On prend fait et cause pour un candidat dès lors que vous avez tenu une séance qui a décidé de façon réglementaire qu'on ne doit pas soutenir aucun candidat. Donc, peut-être qu'il s'est dit, si les uns s'amusent à ne pas respecter les tests, moi aussi, je peux quand même aussi transgresser quelques règles. Voilà, donc ça va de soi. Donc, je pense que c'est assez critique et on ne voit pas l'intérêt vraiment de remettre le parti sur pied, être une préoccupation des uns et des autres. Voilà. Après c'est une guerre de succession et on va s'enliser dans cette bataille juridique et puis, bon, qui sait ce qui va se décider après. Si le parti Les Démocrates disparaît, c'est avec toute l'opposition à peu près qui disparaît, parce que tous les autres ont fait allégeance, en tout cas à la candidature de Romuald Wadaye. Je dis tous les autres, à l'exception, peut-être que l'actualité m'a échappé, à l'exception du GSR, qui reste encore à n'avoir pas dit qu'il adhère. Donc sur l'échiquier, reste à être interrogé, à être pesé. En dehors de lui, tous les autres ont déclaré leur soutien à Romuald Wadaye. Que ce soit Romuald Wadaye qui est élu. Nous avons aussi Eda qui. Voilà, bon, Daniel Eda, il n'a pas un parti politique. Mais bon, il réclame quand même ce mouvement. D'accord. On va attendre de voir ce qui va faire l'opposition. Que ce soit, mettons, Paul Roumbek qui est élu le 12 avril prochain. Je me demande s'il y aura eu une opposition dès lors que lui-même, en tant que candidat du haut, il est allé chercher son parrainage avec un accord politique auprès de ces acteurs politiques de la mouvance. Et si c'était Romuald Wadaye qui est élu, je me demande comment est-ce que l'opposition va se faire. On va dans une démocratie qui, de fait, a déjà déclaré, le riche, je dois dire, ça trêve tranquillement. Vous le dites tellement bien que je pense simplement que les faits, c'est la nature qui a réglé la situation telle qu'elle. Parce que vous voyez, nous avons aujourd'hui en lice pour la présidentielle un duo qui se réclame de l'opposition. Et c'est vrai que Paul Roumbek a toujours clamé haut et fort que la FCBE est un parti de l'opposition. Même si au sein de l'opposition elle-même, ce parti peine à trouver cette légitimité au sein des militants, ou du moins des caciques de l'opposition. Donc, vous voyez, pendant longtemps, le peuple, ou du moins beaucoup de personnes ont toujours considéré la FCBE comme un parti qui est assis entre deux chaises. Mais dans le même temps, on estime que oui, les démocrates, par exemple, représentent une opposition assez farouche, une opposition qui ne mâche pas ses mots, qui les applique, qui estime que quand il faut dire non par moment, il faut avoir le courage de le dire. Est-ce que c'est s'opposer à tout qui est vraiment l'opposition, ou plutôt accompagner la mouvance à améliorer ces choses, à améliorer ce qui se fait pour le bien du public qui est l'opposition? Ouais, là, il y a des jeux de terminologie et des jeux d'idéaux qui s'affrontent. Mais dans le même temps, quand vous dites qu'il n'y aura plus d'opposition, je veux dire, il peut y avoir de l'opposition. Mais cette opposition sera peut-être, elle est déjà d'ailleurs dézinguée, parce que c'est ce que nous constatons. Oui, on est dézingué, on n'existe plus. Oui, c'est clair. Oui, c'est l'opposition qui est dézinguée. Donc, ce qui veut dire que vous allez constater simplement qu'il y aura des images, des semblants d'opposition, mais réellement, il n'y aura pas d'opposition. C'est ce qui est étonnant. À partir de vos observations, en réalité, on devrait observer un autre schéma. Parce que, qu'est-ce qu'on a à foutre
considérations si vous avez des opportunités politiques. C'est toujours en politique qu'on est en mesure de dire j'ai en face de moi peut-être un adversaire, mais dès lors que le combat qui nous unit avec les principes et les valeurs dépasse nos propres personnes, on se met ensemble et on y va. Si moi j'avais été à leur place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que représente Paul Rompé n'est pas ma priorité. Voilà, je me dis, qu'on le veuille ou non, il est candidat. Il se réclame de l'opposition. Faisons la bataille ensemble et puis après on fera le reste, voyez-vous. C'est à croire qu'en réalité, nous avons des acteurs qui, dans leur propre confiance, dans leur propre conscience, ont refusé vraiment de mener une bataille d'opposition. Disons-le, parce que les jeux sont là, les opportunités sont là. Voyez-vous, quand en 2016, on voyait tout le monde se mobiliser autour du candidat Lionel Zinsou, les candidats d'en face n'ont pas jeté l'éponge pour autant. On a estimé qu'autour de la candidature de Patrice Talon, enfin pour les quelques acteurs qui ont pris le risque de le soutenir, bon, il y a quand même une opportunité de se mobiliser autour de ce dernier. Allons-y. Il n'est peut-être pas si bon, il n'est peut-être pas le meilleur, mais bon, après, on verra. Et puis on a vu ce que ça a donné. Donc, j'ai le sentiment que pendant longtemps, on est resté dans une opposition de personnes, ce qui n'a peut-être pas marché. Et à l'évidence, aujourd'hui, on s'accroche à des considérations de personnes, notamment sur la personne de Éric Rompé, et on laisse passer l'opportunité. Quand on était dit, par exemple, que quand lui, il a lu le projet de société du candidat Romain Guadagne, il s'est rendu compte qu'il n'y a pas matière à lancer une opposition à cette candidature, que pour cette raison, lui accompagne. C'est sans doute sur la base de ses propositions. Alors, qu'est-ce qu'il dit de la proposition ou des propositions formulées par Paul Rompé? Est-ce que cela ne rentre pas en ligne de compte de ce que Paul Rompé propose comme alternative? Ou si je dépasse la personne Éric Rondeté, les autres personnalités de l'opposition qui sont encore au niveau du parti, qu'est-ce qui les empêche, en fonction du combat qu'ils ont mené contre Patrice Talon aujourd'hui, sur les principes, sur des valeurs et tout ce qu'ils dénoncent? Est-ce que ce n'est pas ce que nous entendons aussi de la bouche de Paul Rompé, lui qui veut justement ramener les exilés au pays, lui qui veut sortir les prisonniers politiques des prisons? Parce que j'entends aussi ce discours de la bouche des actuels membres du Parti Les Démocrates. Donc finalement, je ne sais vraiment pas ce qu'ils veulent, ces messieurs au sein du Parti Les Démocrates. Allez, merci beaucoup, cher. Parce qu'on voit des discours qui se coïncident, mais en même temps, on voit des oppositions. Oui, il ne faut pas voir les choses à l'heure actuelle, il faut voir les choses et les évaluer à l'aune de l'histoire et de, je dois dire, de l'éthique. Quels sont les motifs qui doivent marquer aujourd'hui dans votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous une commerçante de paille? Alors, pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors, regardez, ça, c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini, par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous coupez une pomme de terre en deux, et mettre dans la sauce. Là, ça absorbe le sel dans. Comment réussir la salsa? C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames les cavalières. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine
Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. À toutes et à tous, bonjour. La déferlante estampillée Romia Guadagni a atteint Tchaourou et les communes de Savé, Savalou et Dassazoumen. Informons le matinal. Par cette étape de sa campagne, le candidat de la mouvance a franchi, selon le Canard, une étape hautement stratégique. Entre symbole fort d'unité nationale et annonce majeure pour le développement local, la journée a été marquée par une mobilisation populaire remarquable et des engagements concrets en faveur des collines. À Tchaourou comme à Savé, Guadagni s'est adressé aux populations sans distinction, réaffirmant sa volonté d'être, s'il est élu, le président de tous les Béninois. Son discours, précise le quotidien, a mis en avant un développement équilibré, inclusif et respectueux des spécificités régionales. En ce qui concerne les engagements pris par le candidat, Fraternité rapporte qu'à Tchaourou, il promet la reconstruction du pont sur le fleuve Okara, infrastructure stratégique dont la dégradation affecte fortement les échanges économiques et la mobilité des populations. À Savé, il évoque la relance de la société sucrière à l'arrêt depuis plusieurs années et dont la réouverture pourrait redynamiser toute l'économie locale. Dans les collines comme dans le nord du pays, Romia Guadagni déroule un programme agricole structuré, axé sur la mécanisation, l'accès à des intrants de qualité et la mise en place d'une forme de protection sociale pour les producteurs. Pendant ce temps, Paul Rompé achève sa tournée dans le département de l'Atlantique. L'événement précis pointe que dans l'après-midi de ce mardi 31 mars 2026, la localité d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, a servi de cadre à une mobilisation massive de militants et sympathisants. Après des passages remarqués à Ouida et Ouegbo, le candidat a bouclé son périple dans une ambiance particulièrement animée. À Akasato, la mobilisation a atteint un niveau élevé. Massés le long des artères et sur le site du meeting, militants, sympathisants et curieux ont exprimé leur adhésion à la vision défendue par le candidat Rompé, raconte le Canard. À travers cette tournée, le message du candidat est resté constant. Appel à la mobilisation, à la vigilance et une participation massive au scrutin. Le Télégramme, pour sa part, s'intéresse au projet des duos candidats sur le thème santé publique et protection sociale. Guadagni Talata propose notamment la prise en charge systématique des soins d'urgence vitale, la mise en place d'un carnet de santé digital pour chaque Béninois, la création d'un SAMU social pour intervenir en urgence et accompagner les personnes en situation de grande précarité et la construction d'un nouveau centre hospitalier de dernière génération à Parakou. En ce qui le concerne, le tandem Rompé-Rouanou projette, entre autres, de mettre en place une prise en charge effective des patients dialysés, étendre la couverture sanitaire aux populations les plus vulnérables, moderniser les infrastructures sanitaires et réduire les inégalités d'accès en zones urbaines et rurales. Du côté de la Sénat, on s'affaire pour un déploiement à bonne date du matériel électoral. Ce lundi 30 mars, les membres du Conseil électoral et le directeur général des élections ont effectué une visite au centre de colisage, rapporte Le Soleil Bénin Info. Selon le président de la Sénat, Saka Lafia, le processus est exécuté à près de 95% et l'ensemble du dispositif sera prêt dans un délai de 72 heures. S'agissant du déploiement du matériel, les opérations à destination de l'étranger débuteront à partir du 6 avril, tandis que la distribution sur le plan national est prévue à compter du 9 avril. Le quotidien précise que l'étape du colisage consiste à assembler,
plus de 17 400 kits électoraux. En attendant l'achèvement des préparatifs du scrutin du 12 avril, un masque tombe. Le potentiel évoque un projet de déstabilisation du Bénin fomenté par le sulfureux panafricaniste Kémi Séba. Une conversation entre l'intéressé et son bras opérationnel dénommé Agbaza, interceptée par les services spéciaux de la sécurité d'État et transmise à la justice béninoise, est révélatrice d'un vaste projet de troubles à l'ordre public, d'attaque de l'État, de ses institutions, de crimes de sang visant des personnalités politiques et responsables d'institutions républicaines et des assassinats de masse. Dans les audios échangés, on entend distinctement Kémi Séba et son partenaire du réseau criminel évoquer ces plans d'attaque. Par ailleurs, la volonté d'empêcher la tenue de l'élection présidentielle du 12 avril prochain est explicitement formulée. Détaille le quotidien qui indique que Agbaza est actuellement en détention. Et pour finir, en matière de régulation des médias, le leader du jour nous apprend que la mesure conservatoire prise par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication contre la télévision en ligne Esaü TV est levée. Cette décision édictée lundi 30 mars 2026 reste en vigueur jusqu'à la plénière de l'institution sur la question. Fin de la revue de presse de ce mercredi 1er avril 2026.